Tout au long de l'histoire humaine, une chose est restée constante, à savoir le plaisir d'avoir des relations sexuelles. Mais à la fin du Moyen Âge, la gonorrhée et la syphilis étaient très répandues. Les pauvres ne pouvaient compter que sur la superstition et les remèdes à base de plantes, tandis que les riches avaient accès à des médecins coûteux. Cependant, sans antibiotiques, la réussite des traitements dépendait surtout de la chance. Surtout lorsque vous considérez qu'un médicament populaire pour ceux qui pouvaient se le permettre était l'onguent de mercure, que nous savons maintenant être toxique et qui finirait par empoisonner mortellement le patient de toute façon. Dans cet épisode, nous examinerons les pustules et la variole. Bienvenue à la folie médiévale. Le médecin et astrologue allemand de l'épidémie, Joseph Grünpeck, est né à la fin du XVe siècle. Après avoir contracté la syphilis, à la fin de la vingtaine, il a écrit « Récemment, j'ai vu des fléaux, des maladies horribles et de nombreuses infirmités affliger l'humanité de tous les coins de la Terre. Parmi eux s'est glissée, depuis les rivages occidentaux de la Gaule, une maladie qui est si cruelle, si déchirante, si effrayante, que jusqu'à présent rien d'aussi horrifiant, rien de plus terrible ou dégoûtant n'a jamais été connu de la Terre. » À la fin du XVe siècle, Naples, en Italie, était assiégée par l'armée du roi de France, Charles VIII. C'était pendant la première guerre d'Italie causée par un différend sur la succession du trône napolitain. C'est à cette époque que la syphilis est devenue notoire en Europe. Il y avait des récits racontés par les soldats français de douleurs atroces et de défigurations physiques les tourmentant alors qu'ils marchèrent vers leur maison, propageant la maladie au fur et à mesure. Des communications ont été envoyées à l'avance entre les responsables de la ville et les universitaires paniqués alors qu'ils tentaient de tout apprendre sur la maladie avant son arrivée dans leur ville. L'affliction était connue pour être aussi horrible que la lèpre. Ce qui n'était pas connu, c'est qu'elle se propageait par contact sexuel. À Naples, elle était connue comme la maladie française. Les premiers noms de la syphilis étaient généralement basés sur des insultes raciales, chaque région voyant son voisin comme le fabricant original de la maladie. Le chroniqueur Jean Molinet de Bourgogne, France, a écrit à propos, je cite, « d'une lèpre très horrible et d'une maladie abominable appelée vérole. En 1496, la grande vérole, d'autres l'appellent une maladie napolitaine. » La syphilis s'est vite répandue en Europe. Perkin Warbeck, qui était un prétendant au trône anglais, avait le soutien de Jacques IV d'Écosse. Warbeck a été rejoint par de nombreux mercenaires qui étaient porteurs de la maladie lors de son invasion en Angleterre. Les annales du conseil municipal d'Édimbourg l'ont reconnu comme, je cite, « cette maladie contagieuse qu'on appelle le Grand d'Or, un mot de l'ancien français signifiant une grande plaie. » En 1497, elle avait atteint Londres, où, selon les registres de l'hôpital Saint-Barthélemy, 10 patients sur 20 étaient infectés par ce que l'on appelait la grande vérole. Ce n'est que plusieurs décennies après le début de l'épidémie que le médecin et astronome italien Girolamo Francastero a nommé la maladie syphilis. Et on croit que la syphilis a été ramenée en Espagne depuis le Nouveau Monde par seulement une poignée de marins lors du premier voyage de Colomb en 1492. Cela aurait pu être la rencontre de deux populations différentes qui ont échangé des bactéries, lesquelles ont évolué en l'infection sexuellement transmissible connue aujourd'hui. Le timing pourrait être juste, car les premiers enregistrements écrits de la maladie ont débuté 2 ans après, à Naples en 1494. Mythes médiévaux. Environ 40 ans après la mort de John of Gaunt, duc de Lancaster, le théologien Thomas Gascoigne a écrit une biographie de sa mort. Dans celle-ci, il prétendait que Gaunt, qui était le père du roi Henri IV d'Angleterre, était mort au lit, je cite, de la putréfaction de ses parties génitales et de son corps causée par la fréquentation des femmes, car il était un grand fornicateur. Il faut se rappeler que Gascoigne, grand partisan de la cause yorkiste, était probablement biaisé contre les Lancastriens. Essayait-il d'insinuer que Gaunt souffrait d'une sorte de maladie sexuellement transmissible? Comme la médecine médiévale était toute centrée sur l'équilibre des humeurs et que le sexe était considéré en termes d'excrétion, on pensait qu'un homme pouvait mourir d'avoir trop de relations sexuelles. On pensait que cela seul pouvait le tuer, même si ses partenaires n'étaient pas porteurs. Le chevalier et poète anglais du XIIIe siècle, Walter de Bibsworth, pensait que bien que les hommes étaient des prédateurs sexuels, ce sont les femmes qui étaient les principales coupables de comportements immoraux, et que des maladies comme la variole et la rougeole existaient à cause de cela. En fait, les symptômes de la maladie vénérienne et de la lèpre étaient très similaires, et souvent confondus dans l'Europe médiévale.
Les lépreux souffraient en raison de leurs péchés, dont certains étaient de nature sexuelle. La défiguration de leur visage avec des pustules reflétait l'état constant de luxure des délinquants. La lèpre était répandue tout au long des XIIe et XIIIe siècles. C'est une maladie horrifique qui attaque le système nerveux, provoquant souvent l'érosion du nez, des doigts et des orteils. Ignorant la cause de la maladie, les médiévaux ont élaboré leur propre théorie. Au Moyen-Âge, toute transgression contre Dieu était vue comme ayant toujours des conséquences. Un acte sexuel qui n'était pas fait dans le seul but de procréer était considéré comme immoral. Ainsi, la maladie était vue non pas comme transmise par contact physique, mais comme résultat d'une transgression. Les questions prose saloniciens sont une collection de manuscrits écrits vers l'an 1200 par un Anglais inconnu. Il décrit comment une femme pourrait ne pas contracter la lèpre même si elle a eu des rapports sexuels avec un malade, mais que son prochain amant l'attraperait à sa place. Pour les médiévaux, la susceptibilité des femmes était le principal problème. On les considérait comme lascives et dévergondées, et on les blâmait pour les pensées sexuelles des hommes médiévaux, tout comme les lieux licencieux qu'elles habitaient, tels que les tavernes et les bordels. Les femmes étaient considérées comme les porteuses de toutes les infections indésirables, et les hommes médiévaux blâmaient tout le sexe féminin lorsqu'ils contractaient une infection sexuellement transmissible, pas seulement l'individu. Dans les bains publics ou les bouillons de Southwark, à Londres, les prostituées atteintes de la maladie brûlante, qui était probablement ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gonorrhée, étaient parfois bannies par les autorités locales, mais l'efficacité de cette mesure préventive était probablement assez faible. Remède. L'archevêque de Canterbury Thomas Becket est crédité d'un miracle de guérison impliquant le noble Obo de Beaumont. Il est devenu lépreux après avoir visité un bordel. Un autre homme atteint de ce que l'on pensait être la lèpre immédiatement après avoir fait appel à une travailleuse du sexe était le frère franciscain Arnaud de Vélinol de Montelieu, dans le sud de la France. Toute cette expérience l'a tellement effrayé qu'il s'est tourné vers la sodomie avec de jeunes hommes pour sa satisfaction sexuelle. Beaumont a été jugé plus tard en juin de 1323 pour ses activités homosexuelles par Jacques Fournier, qui est devenu plus tard le pape Benoît XII. Le médecin John of Godesden a écrit un traité sur la médecine entre 1305 et 1307, connu sous le nom de Rosa Anglica. Il y a énuméré de nombreuses maladies et blessures ainsi que leurs remèdes. Il recommandait que pour protéger le pénis des dommages, un homme devrait toujours se comporter comme s'il savait que sa partenaire est corrompue. Dès que l'organe est retiré, il doit être lavé longuement à l'eau froide ou à l'urine, puis enveloppé dans un tissu imbibé de vinaigre afin de le purifier. Si, comme cela arrivait souvent, les mesures préventives échouaient, alors le patient devrait utiliser l'un des nombreux remèdes disponibles pour un pénis qui démange ou qui est gonflé. La Trotula, un recueil médical du XIIe siècle, a remarqué qu'il y avait des hommes, je cite, qui gonflent du membre varial, ayant là et sous le prépuce de nombreux trous, et ils souffrent de lésions. On conseillait à ces hommes d'appliquer un cataplasme sur la zone pour réduire le gonflement, puis, je cite, laver le col ulcéré ou blessé du prépuce avec de l'eau chaude et saupoudrer dessus de la poix grecque en poudre et de la pourriture sèche du bois, ou des vers et de la rose, et de la racine de molène et de myrtille. John Arden est considéré comme le premier chirurgien d'Angleterre et l'initiateur de certaines des premières cures efficaces en médecine. Ce médecin du XIVe siècle était réputé pour son expertise dans le traitement des chevaliers souffrant de fistule in anno, une affection fréquente due aux longues heures passées en selle. Son traitement pour l'un de ces cas où, je cite, le membre d'un homme a commencé à tourbillonner après le coït en raison de la chute de son propre sperme, où il a souffert d'une grande douleur de brûlure et d'achoppement, comme les hommes le font lorsqu'ils sont ainsi blessés, était particulièrement brutal et impliquait de couper la chair morte du membre avec un rasoir, puis d'étaler de la chaux vive. Cela semble néanmoins avoir entraîné une guérison. Saigner avec des sangsues, ou si tout le reste échouait, frapper les organes génitaux avec un objet lourd était également recommandé comme traitement. Et si contracter une maladie était vu comme une punition pour le péché du sexe, alors peut-être que la pureté pourrait être le remède. En raison d'une violation potentielle des politiques, je ne peux pas fournir de réponse à ce sujet. Malheureusement, de nombreuses jeunes vierges ont été violées de cette manière, et après avoir découvert qu'elles étaient infectées, elles ont été rejetées par la société pour être des pécheresses impures. Ni la Trotula ni John Darden n'ont réellement lié les symptômes ressentis par leurs patients à une infection sexuellement transmissible, même s'il y a une inférence que les problèmes sont survenus après le sexe. Comme pour John de Gaunt, cela serait dû à une surconsommation plutôt qu'à une infection. Cela semble dû à une surconsommation plutôt qu'à une infection. Il semble qu'Ardine ait dû faire quelque chose de bien cependant, car il a vécu jusqu'à l'âge avancé de 85 ans, un événement rare au Moyen Âge.
La première description précise de la syphilis provient d'un chirurgien vénitien ayant soigné des soldats lors de la bataille de Fornavo en 1495. Il a observé que la maladie commençait par des ulcères indolores sur le pénis, puis des plaies sur le visage et le corps, accompagnées de douleurs articulaires et de démangeaisons. Le chirurgien du pape Jules II, Giovanni de Vigo, a également décrit la maladie comme ayant 2 stades. Chancres primaires génitaux, suivis de lésions cutanées secondaires. Il a noté que la douleur articulaire sévère se produisait surtout la nuit. Autres symptômes, fièvre, mal de gorge, maux de tête, cécité, déclin mental, puis la mort. Tous souffrants et guérisseurs, s'accordant sur l'impact alarmant de l'affliction sur le corps. Le médecin militaire Alessandro Benedetti a écrit que, je cite, « Tout le corps est si répugnant à regarder, et la maladie cause une grande souffrance. Cesare Borgia, le fils illégitime du pape Alexandre VI, était si gravement marqué par des lésions syphilitiques du visage qu'il devait porter un masque de velours noir qui couvrait la moitié de son visage. » Les preuves suggèrent que les hommes et les femmes du Moyen-Âge souffraient de maladies sexuellement transmissibles, avant même l'apparition de la syphilis lors du siège de Naples. Au début du XVIe siècle, les médecins ont étudié assidûment les infections sexuellement transmissibles, surtout la syphilis, et ont vite compris qu'elles se transmettaient par voie sexuelle. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. À la semaine prochaine. Santé.